Pour la production d'iPhone 5, les USA transmettent un savoir-faire à la Chine. Bon, alors c'est très simple. Imaginons qu'on ait un pays A qui veut échanger avec un pays B. Un pays carré, A, puis un autre pays, genre triangle, B, C. Non, ouais, c'est bien. En échange, la Chine transmet un bien aux USA. Le pays A, il a des produits C et D, tandis que le pays B a des produits Z et X. Imaginons que l'avantage soit le moins faible dans le pays Z, dans le pays B avec son produit Z. Les crayons sont très importants pour le pays C, et ils ont besoin de bouffer des légumes, des pommes et des arbres. Voilà. Bonjour à tous et bienvenue dans notre deuxième édition de Enquête de productivité. Aujourd'hui, nous célébrons un record. 2013 a été l'année pendant laquelle le plus de smartphones ont été vendus. 1 milliard. 1 milliard, c'est un smartphone sur 7 personnes. C'est 3000 smartphones vendus dans le monde. Comment avons-nous été capables de produire autant de smartphones en si peu de temps? Qui se cache derrière la théorie qui a permis cela? Et ce modèle est-il pérenne? Va-t-il durer? Nous retrouvons Grégoire Ancel qui va nous présenter Ricardo et sa théorie des avantages comparatifs. Donc David Ricardo est né en 1772 à Londres et est mort en 1823 à Gatcombe Park. C'est un économiste autodidacte britannique et il a été agent de change puis député. Il appartient à l'école classique des économistes. Et donc, étant économiste et autodidacte, il s'est mis à étudier Adam Smith suite à des critiques de ses ouvrages et de ses écrits dans le Morning Chronicle. Il a commencé à lire les avantages absolus, puis il s'est mis à réfléchir sur une autre théorie prônant le libre-échange. La théorie des avantages comparatifs de David Ricardo. Elle consiste au fait que chaque pays a intérêt à se spécialiser dans la production du ou des biens pour lesquels il dispose d'un avantage comparatif par rapport aux autres pays. Et de ce fait, il va échanger les biens qu'il ne produit pas. L'avantage est caractérisé de comparatif, car il est comparé au prix de coût de production par rapport aux autres pays, et surtout par rapport aux autres biens que le pays est susceptible de produire. Cette théorie montre donc que les pays ont intérêt à se spécialiser même sans avoir d'avantage absolu. Donc ils vont se spécialiser là où ils sont soit le plus fort, ou alors là où ils sont le moins mauvais, toujours comparé aux autres pays. Donc, elle prône la division internationale du travail et du libre-échange. La spécialisation permet une économie de facteurs au travail, favorisant les gains de productivité et la hausse du volume produit. L'exemple de Ricardo est le suivant. Il y a le Portugal qui produit du vin. Et les coûts de production du vin sont à 66% des coûts des Anglais. Parce qu'eux, ils produisent eux-mêmes leur vin. Donc ça revient moins cher d'un tiers de produire du vin au Portugal par rapport à l'Angleterre. Les coûts portugais pour les draps représentent 90% des coûts anglais. L'Angleterre n'a donc pas d'avantage absolu par rapport au Portugal, mais il est plus efficace que l'Angleterre produise son drap et le Portugal le vin. Et de ce fait, ils vont échanger ces produits pour être efficaces et que tout le monde soit gagnant. Car les facteurs de production seront affectés là où ils seront le plus optimal. En prenant l'exemple de l'iPhone, la Chine aurait pu le concevoir, mais ils ont choisi de se spécialiser là où ils étaient le plus productifs, et c'était la production. A l'inverse, les États-Unis auraient pu choisir également de le produire, mais ils se sont spécialisés
là où ils étaient le plus productifs, et c'était dans la recherche et le développement. Donc pour arriver à ce raisonnement, David Ricardo émet 4 hypothèses. La productivité doit être constante, la valeur du travail est égale au prix multiplié par la quantité de travail, la concurrence doit être parfaite, il faut une égalité des facteurs de production au niveau international. En réalité, ces conditions ne sont jamais remplies. Et l'application pratique de la théorie de l'avantage comparatif pose un certain nombre de problèmes. On vient donc de voir avec Grégoire Ancel que les avantages comparatifs étaient la théorie qui régissait les échanges internationaux actuels. Mais ce modèle est-il pérenne? Y a-t-il des limites à la théorie des avantages comparatifs de Ricardo? Pour cela, nous allons retrouver Cyprien qui est un expert dans la question. Nous voici en présence de Cyprien Hedon, un économiste professionnel sur la théorie de Ricardo. Alors Cyprien, bonjour. Bonjour. La théorie de Ricardo est-elle toujours d'actualité? Ricardo, comme les autres théoriciens classiques, plaçait comme unité de valeur le temps nécessaire à la fabrication du produit en question. Cette vision est obsolète, car elle ne prend pas en compte la rareté de l'objet, ni le fait que les monnaies n'ont pas les mêmes valeurs entre les pays. En effet, une heure de production en Chine n'équivaut pas à une heure de production en France. Une économie mondiale, avec ce type d'échange, n'a donc aucun sens, étant donné les disparités entre les monnaies et les biens échangés. Et étant donné que tous les pays doivent se spécialiser, que se passe-t-il si deux pays échangent le même produit? On assiste à un commerce intra-branche, c'est-à-dire que deux pays échangent un produit similaire, donc du même secteur d'activité. La plupart du commerce international est aujourd'hui intra-branche. Les consommateurs souhaitent acheter des produits semblables mais non identiques. Par exemple, l'Allemagne et la France qui échangent des voitures. Un pays n'est donc pas obligé de se spécialiser car ce sont les mêmes produits qui sont échangés. Ils sont simplement différenciés. Ainsi, même si leur production est identique, l'augmentation de la production permet de réaliser une baisse des coûts de production, ce qui signifie des économies d'échelle. Donc selon vous, il existe plusieurs problèmes par rapport à cette théorie appliquée aujourd'hui. Mais y a-t-il d'autres facteurs qui pourraient biaiser la théorie des avantages comparatifs de Ricardo? En effet, les avantages comparatifs ne sont plus d'actualité, car ils ne prennent pas en compte les coûts du transport, qui sont de plus en plus importants, notamment avec la hausse du prix des carburants. D'autre part, pour résister à l'économie de marché, certains pays ont fait le choix de se protéger par le biais de droits de douane, afin de favoriser leur commerce national. Ils exercent donc du protectionnisme, ce qui permet au marché national de se développer, comme le démontre l'économiste Friedrich List, avec sa théorie sur le protectionnisme temporaire, afin de protéger les industries naissantes et ainsi limiter la concurrence mondiale et éviter les oligopoles. Ça permet aussi de respecter les différentes conditions de concurrence, donc les conditions de la concurrence pure et parfaite. De plus, limiter le libre-échange permet de limiter le chômage, donc d'augmenter le pouvoir d'achat, soit la croissance. D'accord, merci beaucoup Cyprien de nous avoir accordé cet entretien. En définitive, la théorie des avantages comparatifs de Ricardo régit le modèle économique actuel, c'est-à-dire la mondialisation et les échanges entre les États. Malheureusement, on a vu qu'il présentait de plus en plus de limites. Il faudrait donc trouver un autre modèle qui pourrait peut-être mieux convenir à notre conjoncture actuelle. Merci beaucoup de nous avoir suivis pour cette émission. Vous êtes de plus en plus nombreux à nous regarder et je vous invite à nous rejoindre la semaine prochaine pour faire monter notre audimat. Bonjour, c'est Cyprien. Si tu veux en savoir plus sur la théorie, viens me voir. Oui, c'est vrai que ça tourne.